Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Plan Blanc Santé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Madame Anna Boctor. Bonjour. Bonjour Madame Boctor. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Écoutez, ça va très bien. Très content de pouvoir vous avoir ici sur Paris. Moi aussi. Qu'est-ce que ça vous fait de voir la capitale? Je suis parisienne. Ah oui? Oui, j'étais étudiante à Paris Ouais. et donc de l'externat jusqu'à la fin de mon clinica. Donc j'ai toujours vécu à Paris et je me suis expatriée, si je puis dire, fin 2018. D'accord, très bien, on va y revenir. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Alors, je suis Anna Boctor, je suis pédiatre spécialisée en maladies respiratoires et allergiques de l'enfant. Je suis installée en libéral près de Nice, dans l'arrière-pays, et je suis la présidente du syndicat Jeunes Médecins. Vous êtes spécialisée dans la pédiatrie. Est-ce que ça a toujours été quelque chose que vous avez voulu faire ou c'est une spécialité que vous avez découvert durant vos études? C'est un rêve d'enfant. J'ai toujours voulu être pédiatre et j'ai fait médecine pour être pédiatre. Et donc, aussi longtemps que je me souvienne, c'est le métier que je voulais faire. J'étais très déterminée déjà en maternelle et c'est ce que j'ai toujours dit, être pédiatre. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à rejoindre Jeunes Médecins? En fait, Jeunes Médecins, c'est un syndicat effectivement et j'étais adhérente à ce syndicat moi-même quand j'étais jeune chef de clinique. C'était l'ancêtre de Jeunes Médecins, c'est le syndicat des chefs de clinique des hôpitaux de Paris. Et donc, j'étais une simple adhérente initialement. D'accord. Et je me destinais absolument pas à faire du syndicalisme ou de la politique ou quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose que j'ignorais totalement et qui ne m'intéressait pas nécessairement. Moi, j'étais intéressée par le soin, la médecine, c'est ce qui me passionne toujours. Et c'est le hasard de la vie et le destin qui m'a mise dans ce syndicat. Pourquoi? Parce que c'est mon tempérament, je dirais. J'ai toujours été dans l'action quand j'étais indignée par quelque chose. Et donc, quand je trouvais quelque chose d'injuste, je disais que c'était injuste et je faisais en sorte que ça ne soit plus. Et effectivement, c'est ce qui m'a menée là, aujourd'hui. Donc, vous étiez adhérente, Ouais. vous êtes ensuite devenue vice-présidente et aujourd'hui présidente. Tout à fait. En fait, c'est très raccourci comme parcours. J'avais fait appel à Jeunes Médecins en tant qu'adhérente à l'époque parce que j'étais victime de discrimination pour ma carrière de médecin. On m'avait demandé de pas faire d'enfant pour garder un poste à l'hôpital, ce que j'ai trouvé quand même scandaleux. J'avais refusé, bien évidemment, pour pas participer à entretenir ce système que je trouvais injuste. Et par la suite, j'ai encore eu des séries d'injustices de ce type liées à la maternité directement. Par exemple, quand j'avais un projet bébé, on m'a pas recruté parce que les gens qui me recrutaient l'ont su. Et donc, comme ils attendaient de moi que je fasse des gardes, si potentiellement j'étais enceinte, j'allais être absente des listes de garde. Donc, ça m'a éliminée d'office. Quand j'ai enfin eu mon premier enfant, quand je suis revenue de mon congé maternité, mon enfant avait 3 mois, on m'a demandé de rattraper les gardes que j'avais pas faites en congé maternité. Et donc, toute cette accumulation a fini par réellement m'énerver, n'est-ce pas? Et donc, sur cette impulsion-là, j'ai décidé de mon propre chef d'écrire une tribune pour porter à la connaissance du grand public ces discriminations qui sont quand même terriblement injustes dans notre milieu et qui sont très courantes, surtout. Et donc, comme j'ai voulu obtenir d'autres témoignages, parce que je savais très bien que j'étais pas la seule et que porter juste ma voix, c'était pas intéressant, j'ai contacté Jeunes Médecins en tant qu'adhérente pour leur demander de m'aider à recueillir d'autres témoignages pour étayer mon propos et porter la voix de toutes. Et c'est comme ça que je me suis investie. Et donc ça, c'est vraiment une réalité. Oui. C'est que des jeunes médecins qui, de par leur fin de leurs études, peuvent être amenés à être confrontés à ça. Tout à fait. Mais dès le début des études. Dès le début des Et études. oui. Alors, vous savez que le métier de médecin, historiquement, c'est un métier masculin. Effectivement. Et c'est un métier de notable, et même les métiers de notable de manière générale, c'était très masculin. Donc c'est un milieu qui est dominé par le patriarcat, vraiment. Et comme vous le savez aussi, cette profession se féminise. Comme toutes les professions qui sont dans le soin de l'autre. D'ailleurs, historiquement, vous savez que les infirmières, qui sont majoritairement des femmes, c'était une profession qui était considérée comme une sous-catégorie en dessous de celle des médecins. Donc historiquement, c'était les médecins, les hommes, les femmes qui étaient à leurs ordres et qui étaient en fait même anciennement des bonnes sœurs. Et c'est comme ça que ça a continué, ce système-là. Or, avec l'accès aux études pour les femmes et même de manière générale la promotion de l'égalité des chances pour les femmes dans les études et l'accès aux postes de notables notamment, eh bien la profession s'est féminisée. Mais elle reste une profession de soins. C'est pour ça qu'elle s'est féminisée aussi. D'accord. Et parce qu'elle attire les femmes. Mais malheureusement, ce système un peu féodal, un peu patriarcal et très archaïque a perduré.
Et comme cette profession s'est féminisée, elle a fait souffrir beaucoup de monde. D'accord. Et donc, c'est ça que j'ai voulu dénoncer. Et comment faire justement? Parce que vous avez réussi à surmonter cette épreuve. Comment des jeunes femmes qui sont dans la médecine, qui exercent, peuvent faire justement pour surmonter, tout comme vous l'avez fait? En fait, ce que je trouve terriblement injuste dans ces situations, c'est que quelque part, j'ai eu de la chance d'avoir un mental assez fort pour avoir le courage de m'opposer et dire non, parce que j'ai dit non et ça a saboté ma carrière. Et je connaissais très bien les conséquences que ça aurait sur ma carrière de dire D'accord. non. Mais comme c'est important pour moi d'être en phase avec mes convictions et que je n'ai pas peur, entre guillemets, j'ai pu avoir ce courage de m'opposer. Mais malheureusement, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un mental Effectivement. pareil. Et c'est terriblement injuste de se dire que pour survivre dans cette jungle, il faut avoir un mental qui va avec. C'est injuste. On n'est pas censé compter sur un mental plus solide pour pouvoir survivre dans une telle jungle et subir de telles injustices et de telles discriminations. Et c'est ça qui m'horripile, en fait. D'accord. Et j'ai tout à fait conscience, et je le reprocherai jamais à mes consoeurs qui n'arrivent pas à s'opposer, parce que on n'est pas tous égaux face au mental, entre guillemets, et même aux situations personnelles que nous avons et aux capacités que nous avons de supporter les conséquences de telles décisions. Et donc, c'est précisément ça que je veux dénoncer. Ce n'est pas normal de compter sur une situation qui soit relativement solide ou un mental relativement solide pour pouvoir survivre et contrer ce genre de choses. Et ces situations-là sont extrêmement fréquentes. Et donc, c'est légion, en fait, dans notre profession. Et c'est ça aussi que je veux dénoncer. Parce que, au final, depuis qu'on est tout petit, qu'on sort du lycée, donc on est quand même encore des enfants pour la plupart, hein, enfin, de très jeunes adultes, on est façonné par cette norme qui, en fait, est loin d'être une norme. Et donc, ça nous enlève même notre appréciation de se dire que ce n'est pas normal. Et je voulais remettre l'église au centre du village et justement donner du courage aux consoeurs et aux confrères, hein, parce que c'est une question qui nous concerne tous, pour justement ne pas laisser ce genre de système perdurer. Et donc, vous êtes présidente de l'association Jeunes Médecins qui compte aujourd'hui environ 6700 adhérents. Au vu de ce que vous venez de me dire, et j'aimerais savoir comment ça fonctionne concrètement. Est-ce que des jeunes femmes, ou est-ce qu'il y a des hommes aussi qui vous appellent? D'accord. Des hommes, des femmes, des médecins qui vous appellent. En général, c'est pour des problématiques. Ouais. Comment vous gérez ces situations-là? Je donne un exemple. Vous avez une femme qui vous appelle, une femme médecin, qui vous appelle parce que il y a eu un incident avec son senior et que son senior lui demande de faire, allez, on va dire, 8 gardes alors qu'elle ne devait pas le faire. Qu'est-ce que Jeune Médecin va concrètement faire pour cette médecin qui vient vous solliciter? Alors, Jeunes Médecins, c'est un syndicat, donc c'est notre rôle premier, c'est de défendre les intérêts de la profession. Et donc, effectivement, nous sommes au service de notre profession, donc de nos adhérents, qui nous sollicitent pour défendre leurs intérêts. Et effectivement, à travers notre service juridique qui est représenté par Lucie Sakani, notre directrice juridique, qui est extrêmement performante pour cela, nos adhérents peuvent faire appel à elle pour bénéficier de son expertise juridique en droit de la santé, parce qu'elle est juriste en droit de la santé, pour les accompagner au mieux, pour faire valoir leurs droits. Parce que le problème de la profession aussi, c'est que souvent on ne connaît pas nos propres droits. On est médecin avant tout, on a la tête dans le guidon, Dieu sait qu'on a beaucoup de bachotage et beaucoup de choses à apprendre. Et donc effectivement, on ne se préoccupe même pas de nos propres droits. Et pourtant, il y a beaucoup d'injustices dans notre quotidien. Et donc c'est important aussi d'accompagner au mieux la profession, de les entourer, de leur faire bénéficier d'une expertise qu'on a la chance d'avoir pour justement faire valoir leurs droits et bien se défendre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes souvent sollicité? Est-ce que vous avez beaucoup de sollicitations? Comment ça se passe? Vous avez, alors je sais que vous m'avez dit que vous avez une experte dans le droit de la santé. Est-ce qu'elle arrive à gérer tous les dossiers? Est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers? Comment vous faites? C'est une excellente question, parce qu'effectivement, on doit défendre l'intérêt de notre profession, et donc surtout aussi l'intérêt de notre profession pour nos patients, parce que nous, on est médecins. Si on a choisi ce rôle-là, c'est pour soigner les gens. Et donc effectivement, on a tous le même objectif, c'est de soigner au mieux les patients. Et donc, quelque part, c'est un intérêt commun. Et évidemment, notre ADN, c'est de représenter l'ensemble des médecins. Donc, que ce soit de l'internat jusqu'à la médecine libérale, en passant par la médecine hospitalière. Et donc, ça donne énormément de sujets à couvrir, énormément de problématiques. Donc, on ratisse large, si je puis dire. Et donc, le revers de la médaille, c'est que ça donne énormément de travail.
Et donc, en effet, pour répondre à ce travail et réellement être à la hauteur du rôle qu'on veut avoir, ça demande une structuration, une organisation en équipe et faire appel à des experts dans leur domaine, notamment notre expert juridique, mais aussi différents élus, différents adhérents qui veulent s'investir à nos côtés dans leur domaine d'expertise pour qu'on soit crédible face aux institutions et qu'on soit force de proposition justement pour notre objectif, changer le monde en fait. D'accord. C'est très bien. En tout cas, bravo. Bravo pour ce que vous faites. J'ai eu l'opportunité d'interviewer le maire de la ville d'Évry-Courcouronnes sur les questions de la santé. Le maire me dit qu'avant, les médecins avaient tendance à faire 72 heures dans la semaine. Les médecins travaillaient beaucoup. Aujourd'hui, la profession change. Comment expliquer ça? On entend beaucoup cette phrase qui m'horripile un petit peu, si je puis dire. Parce que déjà, pendant l'internat, ça n'a pas changé. On fait souvent des semaines de 90 heures ou même de 75 heures. Enfin, ça, c'est quand même très courant encore aujourd'hui. Donc, les médecins travaillent toujours énormément. C'est juste qu'ils travaillent différemment. Il ne faut pas renier le fait que les médecins d'aujourd'hui travaillent beaucoup. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est que on bénéficie des avancées technologiques. Avant, je vais caricaturer un petit peu, mais on avait des fiches Bristol, on prenait des notes à la main, il y avait une secrétaire qui les rangeait, qui les triait par ordre alphabétique, etc. Aujourd'hui, on a l'ordinateur, on a les données dématérialisées, on a aussi l'IA, on a aussi les secrétaires qui sont même plus là, parce qu'on n'a plus les moyens d'ailleurs, sur place, mais surtout aussi, on a beaucoup d'aides pour gagner du temps. C'est-à-dire que ce qu'on faisait comme tâche auparavant qui pouvait prendre 20 minutes, aujourd'hui, ça nous prend 2 minutes. D'accord. Vous voyez? Donc, quelque part, en temps peut-être passé, on passe toujours beaucoup de temps. Ça, pour le coup, c'est quand même faux de dire qu'on travaille moins, mais on travaille plus efficacement, si je puis dire. Et aussi, il faut considérer ça, c'est très important, la formation a changé. Avant les années 2000, la formation, elle était plus un peu à l'ancienne, c'est-à-dire la transmission des savoirs d'un maître à ses disciples, si je puis dire, mais vraiment, c'est comme ça. Et il y a encore beaucoup d'anciens médecins qui parlent comme ça, qui parlent de leur maître qui leur a transmis du savoir. Or, après les années 2000, la formation a radicalement changé. Elle s'est beaucoup plus centrée sur la science. Et effectivement, les données de la science, il faut pas oublier, un médecin, c'est un scientifique, avant tout. Bien sûr, la médecine, c'est un art, et il y a le côté humain qui rend ce métier passionnant, mais il faut pas oublier que ça reste un métier de science. Et que nous, en tant que médecins, on doit mettre au service des patients notre expertise et nos connaissances des données de la science. Et aujourd'hui, il y a Internet depuis longtemps, et donc l'accès aux données de la science, à la littérature internationale, aux données de la recherche est nettement plus facile qu'auparavant. Avant, il fallait aller à la bibliothèque universitaire et prendre des fiches cartonnées pour avoir accès à des vieux bouquins jaunis par le temps. Aujourd'hui, les données de la science sont tellement changeantes, ça va tellement vite qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un livre de médecine. Il est déjà obsolète dans 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important d'avoir conscience, en fait, que les médecins d'aujourd'hui sont pas les mêmes médecins qu'hier, que les connaissances qu'on a aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles d'hier. La demande de la population aussi n'a rien à voir avec celle d'hier. Et aussi, l'image du médecin n'est pas la même. Ce n'est plus aujourd'hui réellement un notable dans la profession. Et il faut aussi considérer que la profession, encore une fois, s'est féminisée. Et quelque part, quand on entend partout dire « oui, les médecins, ils travaillent plus autant qu'avant, ils sont plus autant dévoués à leurs patients », c'est terriblement faux et c'est terriblement injuste parce qu'on le prend comme une attaque, nous les femmes. Parce qu'on sait très bien, et c'est encore aussi du sexisme dans le travail, que oui, on est des femmes, on travaille beaucoup, on est dévoués à nos patients. Mais bien évidemment que comme toutes les femmes actives, on porte aussi beaucoup plus la charge domestique que les hommes. Et si je dois caricaturer un petit peu, le médecin d'avant, de campagne, il avait sa femme qui était sa secrétaire. Vraiment, c'est une réalité. Et quand il rentrait à la maison, il mettait les pieds sous la table et les enfants étaient douchés, ils avaient fait leurs devoirs, le repas était prêt et ils avaient rien à faire, en fait, entre guillemets. Ils rentraient quelque part, ils s'occupaient bien évidemment de leurs patients, je leur enlève pas ça, mais il n'y avait pas cette charge domestique qui pesait sur eux. Aujourd'hui, les femmes médecins et même les hommes médecins, parce que et heureusement c'est un changement sociétal qui doit s'opérer, qui n'est pas encore complètement opéré, mais qui doit s'opérer. On a envie de s'investir dans nos familles respectives et quelque part aussi nous les femmes, on n'a pas le choix que de porter encore cette charge domestique. Et donc oui, nous quand on rentre du cabinet, on met pas les pieds sous la table. Et oui, on a encore la charge de nos enfants et la charge domestique. Et on est tout aussi dévoués à nos patients. C'est terriblement injuste de nous dire que effectivement on travaille moins et on fait moins que nos aînés. Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes médecins aujourd'hui qui, de par la charge de travail, donc de par leur profession,
et par les charges domestiques qu'elles peuvent avoir, décident d'arrêter la profession de médecin? Il y en a, malheureusement. Il y en a? Et oui, il y en a. Et ce que je constate et qui est terrible, c'est que je vois aussi qu'il y a une sorte de dégoût dès l'internat. Dès l'internat? Et oui, parce que ce que je constate, et je le vois sur les groupes de discussion d'internes, c'est qu'il y a de plus en plus d'internes en détresse qui ne se sentent pas à leur place quand ils prennent leur poste d'interne, qui sont terriblement angoissés par la pression et les responsabilités qu'on leur demande, et qui regrettent d'avoir fait médecine, alors que souvent c'est un choix réellement habité, si je puis dire. Et ça me fait beaucoup de peine, ça me touche personnellement de voir ça, et que je vois de plus en plus d'internes qui disent regretter d'avoir fait ce métier, de vouloir arrêter une fois qu'ils auront fini leur internat, de changer de voie, parce qu'ils supportent pas la maltraitance institutionnelle, la maltraitance même vis-à-vis parfois du grand public, l'image et les fantasmes qu'il y a autour de leur métier, mais aussi la maltraitance de leur propre père. Et ça, c'est quelque chose qui devrait concerner la société entière, qui devrait tous nous faire peur et nous préoccuper. Parce que c'est quand même un beau métier, la médecine, il faut pas l'oublier. Et de voir qu'il y a des gens qui en souffrent et qui regrettent, c'est un terrible aveu d'échec pour notre société. D'accord. Et au vu des retours que vous avez pu avoir, quelles sont les remontées que les femmes médecins ont tendance à vous dire lorsqu'elles exercent? Alors, les remontées qu'on a, ça concerne beaucoup de sujets. Alors, avant tout, bien évidemment, il y a historiquement les violences sexuelles et sexistes, les discriminations pour les femmes médecins. Ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans les questions qu'on nous pose. Mais il y a aussi des problématiques d'abus de pouvoir, notamment dans le milieu hospitalier. D'abus aussi de la part de l'administration sur l'ignorance des médecins, de leurs droits, donc par rapport à leur contrat, par rapport à leur rémunération. Voilà. Et il y a aussi, bien évidemment, aussi une détresse de la profession vis-à-vis de la maltraitance institutionnelle. Donc, beaucoup de médecins libéraux qui n'en peuvent plus, qui se sentent harcelés par certaines institutions, notamment, par exemple, les caisses primaires d'assurance maladie. Et ça, c'est une souffrance morale, en fait, à laquelle on fait face à travers notre service juridique, justement, où on a vraiment l'impression qu'on doit apporter un soutien psychologique aussi aux médecins. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actions qui ont été mises en place pour justement pallier à ces difficultés-là? Alors, les actions, c'est principalement, et on a tous à fait conscience, c'est d'être force de proposition. Parce que quand on voit des propositions de loi ou de réformes qui sont faites par souvent des politiques qui sont assez déconnectés de ce qui se passe réellement sur le terrain, on se dit qu'on ne doit pas attendre d'eux les bonnes réformes. C'est à nous de les porter. C'est notre responsabilité quelque part. Et il ne faut pas attendre ça de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, si je puis dire. Et donc, cette responsabilité que nous avons, on en a tout à fait conscience et on a vraiment envie de travailler dessus. Donc, le travail de fond est extrêmement important. Et le travail d'équipe, si je puis dire, donc l'équipe avec des experts juridiques, des experts de la communication, mais aussi avec des médecins qui sont experts dans leur domaine, qui nous font remonter les problématiques de terrain pour qu'on réfléchisse collectivement à ce qu'on peut proposer, parce que l'idée, c'est de trouver des solutions pour les problèmes d'accès aux soins, par exemple, et donc d'être force de proposition. Et de ne surtout pas subir des décisions qui ont été prises pour nous, à notre place, souvent par des personnes qui ne sont même pas dans le métier, ou bien même qui sont de générations bien plus avancées, si je puis dire, et qui décident de notre présent et de notre avenir. D'accord. Madame Boctor, aujourd'hui, il y a énormément de médecins qui partent à la retraite. Il y en a peu qui arrivent. Beaucoup de médecins ont énormément de patients. Ce qui fait qu'on est amené aujourd'hui à voir que certains médecins refusent de nouveaux patients parce qu'ils en ont tellement. Des patients qui sont frustrés parce que les médecins les refusent. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire de par leur pathologie. Et il y en a qui peuvent être amenés à être violents. Tout à fait. Est-ce que c'est un fait? Tout à fait. Ça a été vérifié par plusieurs observatoires qu'il y a une flambée de la violence des patients envers les médecins. Et ça, c'est pareil, c'est symptomatique d'une problématique sociétale, une problématique politique aussi. Le système va mal et ça se voit. Et malheureusement, c'est une double peine pour les médecins parce que, encore une fois, si on choisit ce métier, c'est pour être au service de la santé de nos patients. Alors, c'est pas un métier de service, c'est un métier de soins. Mais nous, on veut vraiment faire en sorte que nos patients soient les mieux soignés possible. Et donc, on souffre de ce système qui est défaillant. Et en même temps, on en paye le prix parce qu'on est le visage face à nos patients et c'est à nous qui vont s'en prendre pour répandre, enfin pour extérioriser leur frustration et qui peut être tout à fait compréhensible, leur frustration. Mais effectivement, c'est terriblement injuste
de s'en prendre aux médecins. Et par exemple, vous parliez de médecins qui partent à la retraite. Pour vous donner un chiffre, par exemple, en pédiatrie, la pédiatrie qui est quand même une spécialité qui est quand même assez délaissée, si je puis dire, il y a quand même 40% des médecins pédiatres qui ont plus de 60 ans. Ah oui. Et par exemple, sur le territoire dans lequel j'exerce, on est 2 pédiatres. La deuxième part à la retraite en juin. Et j'ai appris que 2 autres pédiatres des villes voisines allaient partir en juin aussi. Donc, je vais me retrouver toute seule sur un territoire assez étendu, avec beaucoup de monde. Et donc, évidemment, j'ai envie de soigner tout le monde. Mais je peux pas travailler 24 heures sur 24 Oui. et 7 jours sur 7. Et je peux pas tolérer d'avoir des délais de consultation de 6 mois pour de la pédiatrie basique. Les enfants, les bébés, les nouveau-nés, ils ont besoin d'être vus tous les mois au début. Et les parents ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés, c'est normal. Donc, si j'atteins un délai indécent, je suis obligée de fermer un petit peu les vannes et de les réouvrir une fois que c'est plus respirable. Et c'est pour bien faire mon métier. Et tout le monde en conviendra. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'adéquation entre les besoins de la population et l'offre de soins actuellement. Vous parlez de violences tout à l'heure. Est-ce que ces violences sont plutôt agressives ou ce sont des violences qui peuvent être aussi psychologiques? C'est les deux. C'est les deux? Et bien sûr, et je pense qu'il y a plus de 80% des médecins dans les études qui ont été faites qui ont déjà été confrontés à la violence de leurs patients, que ce soit de la violence verbale, des menaces, même du chantage, parce que vous savez que sur Google, parfois, on peut laisser un avis sur le médecin, ce qui est complètement discutable. Et donc, il y a des patients qui utilisent ce moyen pour faire la pression sur le médecin pour obtenir une ordonnance, ce qu'ils voulaient, d'un antibiotique, par exemple, ou un certificat, et qui menacent de faire un mauvais commentaire sur Google si on ne le fait pas, vous voyez. Donc ça, c'est terrible. Il y a aussi des patients qui menacent physiquement. Qui viennent armés. Il y a eu des médecins qui ont été tabassés dans leur cabinet. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que ça n'existait pas réellement, ce phénomène. Encore une fois, le médecin, à l'époque, enfin, il y a un certain temps, c'était le notable. Donc, personne ne se serait permis même de s'adresser à son médecin d'une manière agressive ou déplacée. Et il y a aussi la féminisation qui joue là-dedans. Parce que clairement, on le sait, hein, nous, les femmes médecins, que si on avait été un homme un peu plus costaud ou un peu plus âgé, il y a des patients qui ne se seraient pas permis de s'adresser à nous de cette façon. Et c'est d'autant plus effrayant que quand on est en libéral, par exemple, et qu'on est installé toute seule dans un coin perdu, on a peur, en fait, pour notre intégrité physique, parce qu'on peut se retrouver confronté à un patient très mécontent qui nous attend à la sortie et qui peut faire ce qu'il veut, en fait. Hein. Donc, c'est extrêmement effrayant. Et jusqu'à présent, il n'y a pas réellement de mesures qui ont été prises, parce qu'il y a la loi Pradal qui a été votée cet été, mais qui a toujours pas été mise en pratique. Et même moi, personnellement, j'ai été confrontée à une situation très effrayante où j'ai dû faire appel à la gendarmerie. Il y a personne qui est venu, en fait. Hein. C'est mon mari qui est venu dans ma salle d'attente, qui a attendu toute la matinée pour me protéger. Et donc ça, c'est quand même préoccupant. Mais ça peut décourager, ça. Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a des hommes médecins et des femmes médecins qui sont découragés face à ces situations et qui décident d'arrêter totalement la profession? Vous imaginez l'accumulation de la violence institutionnelle, avec des lois toujours plus scélérates vis-à-vis des médecins. La perte du statut de notable, parce qu'il n'y a plus de respect pour le médecin comme avant, ça c'est terminé. Et en plus, le pouvoir d'achat du médecin a aussi drastiquement diminué, mais aussi l'agressivité des patients qui monte. Il y a des médecins qui disent « j'arrête, je déplaque, j'arrête ». Donc il y en a vraiment qui arrêtent le métier de médecin, qui sont plus dans le soin, ou qui vont se reconvertir dans d'autres métiers, par exemple dans la tech en santé, ou d'autres métiers où on voit plus de patients, on fait plus l'exercice de médecin parce qu'ils se sentiront mieux. Et il y a aussi un taux de burn-out qui est extrêmement élevé dans notre profession, c'est pas pour rien. Le burn-out, c'est pas uniquement de la surcharge de travail, c'est une sorte d'inadéquation entre la surcharge de travail et la perte de sens. Et comme c'est un métier qui est extrêmement fort en termes d'engagement et de sens, quand on perd le sens, c'est très mal vécu par notre profession. Et donc c'est pas pour rien qu'il y a autant de burn-out dans notre profession et qu'il y a autant de suicides dans notre profession. Il y a des suicides? Eh oui. Ça arrive souvent. Et oui, malheureusement. Alors, ce qui a été beaucoup documenté, c'est le suicide des internes. On dit qu'il y a un interne qui se suicide tous les 18 jours. Vous imaginez, c'est énorme. Et parmi les médecins seniors, on n'en parle pas parce que c'est pas documenté. Mais on sait qu'il y a un taux de suicide qui est beaucoup plus élevé dans la population générale. Des médecins qui se suicident dû au fait qu'il y a le burn-out, etc. Il y a ces violences aussi qui viennent ajouter... Une accumulation de... La responsabilité, bien évidemment, de la santé des autres, parce qu'on est très concernés, évidemment, c'est notre métier. La surcharge du travail, le burn-out, le manque de reconnaissance, tout ça, c'est un cocktail explosif. D'accord. Ouais.
Si aujourd'hui, vous aviez la possibilité de mettre en place euh, certaines choses pour arranger ces situations critiques et de protéger les professionnels de santé, qu'est-ce que vous feriez? La première mesure que je ferais, c'est de réformer les études de médecine. C'est-à-dire? Les études de médecine ne sont pas tout à fait adaptées aux besoins de la population. Elles sont très centrées sur l'hôpital. D'accord. Alors qu'on sait très bien que la majorité des gens, des Français, des citoyens français, auront peu l'occasion, voire pas du tout l'occasion de passer à l'hôpital. On Ah a bon? plus besoin de son médecin traitant, de son médecin en ville, qu'on a plus recours à la ville qu'à l'hôpital, vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est les médecins libéraux Qui sont en première ligne qui pour sont en prendre en première charge ligne. la population, bien sûr. D'accord. C'est eux qui prennent le plus en charge la population, les médecins libéraux. Et nous, dans notre vie de quotidien, de citoyen quotidienne, on se rend bien compte qu'on ne va pas à l'hôpital tous les 4 matins. Vous voyez, on va Vrai. plus C'est consulter vrai. son médecin dans son cabinet plutôt qu'à l'hôpital hospitalisé aux urgences. Vous voyez. Et donc, c'est logique, ça semblerait logique, de faire correspondre les études médicales aux besoins de la population. Et donc, ce serait logique de ne pas centrer quasiment à 100%, pour la plupart des spécialités, les études sur l'hôpital. Qu'est-ce qui pourrait en fait changer cette situation? Quel cours, par exemple, pourrait être mis en place pour aider les étudiants à avoir une vision large sur le milieu hospitalier et sur le milieu libéral? Alors déjà, il faut commencer par dédiaboliser le libéral. Parce que, C'est très diabolisé? ah oui, alors je vais vraiment pas caricaturer, mais on nous dit que le libéral, c'est le mal, et c'est de la mauvaise médecine, et c'est des gens assoiffés d'argent. Ce qui est évidemment complètement faux. Mais c'est une sorte de lavage de cerveau qu'on a pendant nos études pour nous fidéliser à l'hôpital public, qui a perdu tellement d'attractivité qu'il est obligé d'utiliser d'autres moyens pour nous fidéliser. Donc ça, c'est déjà un premier point. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, on n'est pas formé à la médecine libérale. Donc forcément, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ignore, ça fait peur. Et donc, il faut commencer par former les médecins, les étudiants en fait, à la médecine libérale, à gérer une entreprise, parce qu'en fait, on est chef d'entreprise quand on est médecin libéral. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer qu'on ignore complètement. Et aussi, l'approche médicale, l'approche collaborative avec les autres professions de santé et avec l'hôpital, quand on est libéral, c'est quelque chose qui s'apprend, vous voyez. Et ça, on n'est pas du tout formé. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, ce secteur de la médecine, qui est pourtant le plus utilisé, le plus important en fait dans l'accès aux soins pour les Français, il est totalement déserté et déshérité, si je puis dire. D'accord. J'aimerais revenir sur les discriminations dans le monde médical. Si je vous dis comme ça, discrimination, à quoi vous pensez? Je pense à la discrimination des femmes, mais aussi des autres minorités. Et aussi la discrimination raciale, parce que clairement, ça arrive aussi, bien évidemment. Et alors, je vous raconte pas quand ça se recoupe. Mais clairement, celle qui concerne le plus de monde, c'est celle qui concerne les femmes, parce que maintenant, on est majoritaire dans la profession médicale. Mais il ne faut pas nier le fait qu'il y a aussi de l'homophobie. Il y a beaucoup d'homophobie dans le milieu médical. Il y en a même qui n'osent pas parler de leur orientation sexuelle, même si ça ne regarde personne, de peur de ne pas pouvoir faire une ascension dans sa carrière. Ça, j'en ai connu. Et ça, c'est inacceptable, et surtout de la part de médecins. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose de vraiment présent. Mais il y a aussi la discrimination dans l'approche aux patients. Parce qu'on parle aussi vous savez, on a entendu parler du syndrome méditerranéen, où typiquement, quand on voit typiquement une femme d'origine maghrébine ou africaine et qui crie de douleur, on va banaliser sa douleur parce qu'on se dit elles vont toutes crier. Et si elle ne crie pas, c'est qu'elle n'a pas mal. Et d'ailleurs, moi-même, j'en étais victime. Quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'ai pas crié une seule fois. Alors, j'avais pas de péridurale. Alors, j'en voulais une. Et que parce que je n'ai pas crié, je n'avais pas mal. C'est ce qu'on m'a répondu. C'est pas vrai. Ouais. On m'a dit, vous pleurez pas, vous criez pas. Donc, pour nous, vous n'avez pas mal. Carrément. Voilà. Donc, ça, c'est juste inacceptable. Ah bah oui. Voilà. Ah bah oui. Lors d'une interview, vous avez dit que certains médecins qui souhaitent faire passer des messages ne font pas passer des messages par mail pour éviter qu'on puisse avoir des traces de ce qu'ils ont pu pu dire. Est-ce que vous pouvez développer Effectivement, ils sont habitués du fait que s'il y a des traces écrites, ils peuvent être incriminés. Oui. Et l'une des premières raisons pour lesquelles
il n'y a pas vraiment de plainte du côté des médecins qui sont inquiétés, qui sont victimes, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de preuves. D'ailleurs, moi, la première, à l'époque, quand on m'avait demandé de pas faire d'enfant pour avoir mon poste, ça a toujours été dit à l'oral, par téléphone ou à l'oral, et jamais par écrit. Et ce que je me disais moi-même, c'est je peux rien faire parce que j'ai pas de preuves. C'est ma parole contre la sienne. C'est vrai que c'est assez intéressant Ouais. parce que du coup, oui, parce que étant donné qu'il n'y a pas de preuves, Mm. bah, elle peut dire que je n'ai jamais dit ça. Exactement. Mais comment faire justement? Comment on peut faire si on est amené à être confronté à une situation où notre supérieur hiérarchique vient nous voir et nous dit telle ou telle chose? Est-ce qu'il faudrait qu'on puisse retranscrire nous-mêmes par écrit ce qu'on a entendu? Est-ce qu'il faut le faire signaler directement? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Bah, moi, ce que j'ai envie de dire, surtout aux gens qui sont victimes, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut être solidaire. C'est ça qui manque cruellement dans notre milieu aussi, hein. C'est la solidarité, parce que par peur des représailles, on peut être très individualiste et laisser l'autre dans sa détresse alors qu'on est témoin soi-même. Et les témoignages, c'est une preuve puissante, vous voyez. Mais le problème, c'est que personne ne veut témoigner non plus. Ah, vous voyez. oui. Donc, si on était plus solidaire, mais que surtout, si le milieu dans lequel on évolue est moins toxique et ne permet pas à des profils comme ça de sévir en toute impunité, ça n'existerait pas. Et ce qu'on peut dire aussi aux victimes, c'est de prendre l'habitude de retracer par mail en envoyant un mail à son supérieur hiérarchique pour reprendre les faits, ça c'est important, et aussi de faire appel au syndicat, parce qu'on est là pour ça. Et donc on a des services juridiques pour les accompagner au mieux, et donc on est là pour eux, ils ne sont pas seuls. Quand on met bout à bout les violences contre les médecins, les discriminations et les difficultés d'accès aux soins, qu'est-ce que cela dit aujourd'hui sur l'état actuel de notre système de santé? Il est malade. Il est très malade. Il est très malade. Et je pense que c'est un constat commun. C'est-à-dire que c'est un constat des soignants, mais aussi des patients. Et des politiques aussi, même s'ils ont une énorme part de responsabilité. Mais le système est malade. Il est temps que ça change. Il est temps déjà d'être au clair avec l'idée que un médecin qui soigne les autres, il faut que lui-même soit en bonne santé. Il faut que lui-même soit épanoui dans son travail. C'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que les médecins, il faut les soigner aussi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'élémentaire, vous voyez. Donc, il est grand temps de réformer ce système, déjà d'arrêter cette maltraitance institutionnelle, de redonner aussi un pouvoir de gouvernance aux médecins dans les hôpitaux, par exemple, et de ne plus laisser autant de place à la bureaucratie pour gouverner ce système, parce qu'on le voit bien, ça ne fonctionne pas. D'accord. Vous dites que jeunes médecins portent un regard neuf sur la profession. À quoi devrait ressembler, selon vous, la médecine de demain? Et j'ai envie même de vous dire la médecine d'aujourd'hui. Ah. Alors, la profession doit rester une profession de soins et une profession scientifique, encore une fois. Donc, on doit être au service de la qualité du soin pour nos patients en utilisant les données de la science. Et donc ça doit être une priorité. Et c'est comme ça aussi que nous, médecins, on retrouve du sens dans notre métier. Si on sait qu'on fait de notre mieux, on dit dans notre métier de médecin qu'on a une obligation de moyens. On n'a pas une obligation de résultat parce qu'on n'est pas Dieu, mais on a une obligation de moyens. Et ça, c'est quelque chose qui résonne en nous. C'est très important pour nous, l'obligation de moyens. Si on voit qu'on fait notre mieux, on se débat pour offrir les meilleurs moyens à nos patients, mais que sur le plan institutionnel, on ne peut pas le faire, c'est une impasse insupportable pour le médecin. Et c'est ça qui contribue à la perte de sens dans notre métier. Donc, la médecine d'aujourd'hui, de demain et même d'hier a toujours été centrée normalement sur le soin, la qualité du soin. Et ça doit toujours le rester, cette priorité. Et il faut que ça reste aussi, évidemment, un métier humain. Et c'est principalement ça qui nous attire, nous médecins. C'est ce côté humain. Donc, on ne peut pas remplacer des médecins par des applications ou par de l'IA. Voilà, c'est irremplaçable. Ce lien humain fait le lit de la qualité du soin. Parce que si on a confiance en son médecin, qui nous connaît, on écoute mieux ce qu'il nous dit et on l'applique au mieux au quotidien. Et c'est prouvé scientifiquement que quand on a un vrai lien de confiance avec son médecin et que le médecin prend le temps de nous expliquer notre pathologie et pourquoi prendre son traitement, les maladies chroniques sont nettement mieux soignées. C'est prouvé scientifiquement. Et c'est pas étonnant. Donc on peut pas remplacer ça par des applis ou des interfaces numériques, ce n'est pas possible. Ça peut appuyer ça, ça peut compléter, augmenter ça, mais ce lien ne doit jamais être remplacé. C'est vrai. Et c'est ça qui est très important, tant pour les médecins que pour les patients.
Est-ce que le modèle du médecin isolé est en train d'évoluer vers une médecine plus collective et plus coordonnée? En fait, en réalité, la médecine n'a jamais été isolée. Parce que quand on regarde le mode de fonctionnement de nos aînés, ils se connaissaient tous sur le territoire. Ils s'appelaient, ils adressaient des patients à leurs copains ou leurs connaissances d'une autre spécialité. Donc, il y avait un tissu et un réseau de médecins qui se connaissaient. Donc, l'exercice de la médecine n'a jamais été réellement isolé. En fait, il faut savoir comment définir les choses. Si on entend par isolé physiquement, on est dans un bureau tout seul, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, avec Internet, avec la télexpertise, avec les moyens de communication, on n'est jamais isolé, c'est impossible. Même si on est tout seul dans son bureau. Vous voyez, moi, par exemple, je suis toute seule dans mon bureau et ça me va très bien, mais je suis pas du tout isolée. Je suis D'accord. totalement en lien avec des équipes du CHU pour mes patients les plus lourds. Je discute tous les jours avec mes collègues médecins de mon territoire. Et donc, il n'y a pas, en fait, il n'y a jamais réellement eu d'exercice isolé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas diaboliser le fait que les médecins, quand ils s'installent dans un cabinet seul, c'est une réalité, ça existe, contrairement à ce que les politiques disent. D'accord. Ça n'existe plus, c'est pas vrai du tout, j'en suis l'exemple et je suis loin d'être la seule. Mhm. Et d'ailleurs, malheureusement, on va beaucoup vers des exercices comme ça où on est seul parce qu'en fait, c'est la tranquillité. Vous voyez, si on s'associe avec un médecin, c'est un risque qu'on prend aussi. C'est comme un mariage, en fait, je vais vous dire. Donc, il y a des mariages qui échouent. Et on sait très bien qu'il y a des associations qui échouent. Et quand ça échoue, c'est des impacts financiers et psychologiques qui sont réels. Donc, quelque part, acheter sa tranquillité, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'on est isolé. On est toujours en lien avec nos confrères et nos consoeurs et avec les hôpitaux. Et on fait tant bien que mal notre possible pour garder ce lien au service des patients. Si vous aviez 3 réformes prioritaires à mettre en place pour améliorer le système de santé, que serait-il? La première, c'est la réforme des études de médecine. D'accord. Pour l'ouvrir sur la médecine de ville et pas que sur l'hôpital, c'est indispensable. La deuxième, c'est la réforme de gouvernance des hôpitaux. Il faut redonner la gouvernance aux médecins en collaboration avec la direction de l'hôpital. Il faut arrêter de donner cette place à la bureaucratie qui ne fonctionne pas. Et enfin, la troisième mesure, ce serait, pour la médecine libérale, une véritable valorisation juste et à la hauteur du secteur 1. Donc du secteur à tarif opposable. Parce que c'est ça qui fait souffrir l'ensemble du système aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas du tout valorisé à sa hauteur. Et si réellement il y avait quelqu'un qui avait du courage politique pour valoriser significativement le secteur 1, le reste à charge pour les Français serait moindre, le système serait vertueux parce que ça attirerait plus de médecins pour s'installer, l'accès aux soins s'améliorerait et clairement, le temps dédié aux patients serait plus important et donc la qualité du soin s'améliorerait. Et donc c'est quelque chose que les politiques doivent comprendre et la population aussi, qu'il faut, ça peut sembler contre-intuitif en termes d'économie de la santé, alors qu'en réalité c'est totalement logique et ce serait totalement vertueux pour l'économie de la santé, pour la santé publique, pour l'attractivité du métier, pour le bien-être des soignants, que de réellement valoriser à sa juste valeur le secteur à tarif opposable. Madame Boctor, si vous aviez un message à faire passer aux étudiants en médecine, que serait ce message? Il faut jamais oublier pourquoi vous êtes engagé en médecine. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de vous le faire oublier. Et il faut surtout pas oublier que le système a besoin de vous, c'est pas l'inverse. L'hôpital a besoin de vous, vous êtes indispensable, c'est pas l'inverse. Voilà. Donc, il faut pas oublier pourquoi vous êtes engagé. N'ayez pas peur. Croyez en vos rêves aussi, tout est possible. Tout est possible. Il faut bien vous entourer et soyez solidaires. Voilà. Si vous aviez un message à faire passer aux médecins déjà en place, que ce soit en libéral ou à l'hôpital, que serait ce message? Eh bien, tous les médecins peuvent être acteurs du changement. Il ne faut pas se dire de manière fataliste qu'on subit le système et que c'est comme ça et que de toute façon, si ça continue comme ça, on partira à l'étranger ou on arrêtera. Non, parce que justement, le pouvoir est entre vos mains. En vous engageant dans un syndicat, en vous engageant même dans notre équipe, par exemple, et qu'on travaille ensemble, vous êtes les plus légitimes. Les plus légitimes. Parce que vous avez cette expertise de terrain. Et c'est votre voix dont on a besoin. Et clairement, si moi, j'ai appris le syndicalisme en 5-6 ans, tout le monde est capable de le faire. Et donc, nous, on demande que ça, de faire du compagnonnage syndical et de faire que les médecins s'engagent avec nous, de terrain, et qu'ils n'aient pas peur de le faire parce qu'ils sont plus que légitimes. Pour toutes les femmes qui souffrent ou qui ont déjà eu à être confrontées à de la discrimination, quelle que ce soit, quel message vous pourriez leur transmettre? Je comprends leur douleur et leur sentiment d'injustice, c'est très difficile à passer, donc c'est pareil, il faut s'entourer. Même si elles voient qu'elles manquent cruellement de solidarité,
parce que je sais ce que c'est aussi, ça finira toujours par arriver. C'est-à-dire que nous, on est là, on est à leur écoute et on est très clairement mobilisés sur ce sujet. Et on peut faire changer les choses, même si là, ça ne se voit pas, parce que ça bouge pas beaucoup au niveau des institutions. Mais ensemble, on est plus forte et on peut faire bouger les choses. Donc, elles ne sont pas seules non plus. Il ne faut pas qu'elles se découragent. C'est inacceptable ce qu'elles vivent. Et on peut faire changer ça. Et comment on fait pour retrouver du coup votre association vous êtes disponible sur YouTube, Instagram, vous avez un site internet? Oui, alors jeunemedecin.fr et on a aussi notre page Instagram, Jeune Médecin, notre page LinkedIn, notre page Facebook, Jeune Médecin, et sur Twitter aussi. Mais on est surtout actifs sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Et on a aussi une page YouTube, on a beaucoup de contenu vidéo, mais notre site internet reste notre plaque tournante aussi, donc n'hésitez pas. Et on est très facilement accessible par téléphone, par mail, très facilement. Très bien. Et tout ça, on retrouve ça sur le site internet? Oui. Ok, d'accord, bon, bah parfait. Madame Boctor, on a terminé l'interview. Merci infiniment d'avoir échangé avec nous. Et je vous dis à très bientôt du coup, sur Plan Blanc Santé. Ouais, avec plaisir.